Chers téléspectateurs, acteurs de la communauté sanitaire, amateurs ou simplement passionnés des thématiques santé, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de vous retrouver dans cette émission Parole de médecin. Vous faites bien de continuer à nous suivre. Encore aujourd'hui, nous développons pour vous une thématique particulière avec un invité tout autant particulier. Nous découvrons tous les deux dans un instant. Nous traitons aujourd'hui avec vous et pour vous de santé publique, d'épidémie, de pandémie. Si tout comme moi, vous vous posez ou simplement qui vous est arrivé de vous poser des questions sur ces notions, eh bien, nous allons en parler. Vous l'aurez compris, le thème de cette émission, c'est donc épidémie et pandémie. Avec nous pour en parler ou pour nous éclairer davantage, professeur Didier Ekwévi, médecin épidémiologiste qui nous fait l'honneur de sa présence. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, ça va bien. Merci de partager avec nous aujourd'hui de votre temps, de vos connaissances et bien plus encore. Avec plaisir. Eh bien, nous parlons de pandémie, d'épidémie, et donc vous êtes médecin épidémiologiste, Ouais. et donc vous exercez dans la santé publique. Exactement. Alors la santé, nous saurions peut-être le définir, mais la santé publique, qu'est-ce qu'il faut en entendre? Il y a plusieurs définitions de la santé publique, hein. C'est un peu comme pour dire tout simplement la santé des populations, pour faire référence à public. Mais en réalité, c'est la capacité de pouvoir résoudre tous les problèmes de santé au niveau de la population. Donc maintenant, si je reste dans les définitions très classiques de l'OMS 1952, c'est essentiellement de prévenir les maladies. Quand nous parlons de prévention, c'est d'enseigner l'hygiène corporelle, l'hygiène du milieu, l'assainissement. C'est de pouvoir promouvoir la santé, que les gens aient toutes les informations nécessaires pour prendre bien de leur état de santé. C'est également prolonger la vie par tous les moyens de communication et aussi participer à la planification et à l'organisation des services de santé. Donc, c'est une définition assez large. On fait beaucoup de choses, mais on ne soigne pas directement. Et on essaie de proposer des interventions à l'échelle de la population. Pas à un individu, mais à l'échelle de la population. Par exemple, lorsque vous voyez un médecin, le médecin va vous dire tout simplement prenez un paracétamol. Nous allons dire par exemple utilisez des moustiquaires imprégnés pour traiter le palu, faites-vous vacciner. Donc c'est aussi de la médecine, mais qui se fait à l'échelle de la population. Est-ce que par opposition, ça va être le médecin clinicien? Il y a une petite différence, mais c'est pratiquement la même chose. Le médecin clinicien voit un individu. Le médecin de santé publique réfléchit à l'échelle de la population. Et donc, toutes les interventions que nous allons proposer, c'est pour la population. Donc, forcément, il y aura des interventions qui vont être exagérées, puisque ce n'est pas une prescription individuelle, mais c'est une prescription pour la population. D'accord. Merci, professeur. Votre spécialité, donc, c'est l'épidémie. Et en parlant d'épidémie, il nous arrive aussi d'entendre ou de côtoyer les termes tels que les pandémies. Alors, avec vous, nous profitons pour comprendre. C'est quoi une épidémie? C'est quoi une pandémie? Une épidémie, il y a plusieurs définitions aussi. C'est-à-dire que l'épidémie en général, la définition la plus simple, on dit, c'est quand le nombre de cas qu'on observe pour une maladie est supérieur au nombre de cas qui est attendu. D'accord? Donc, je prends par exemple l'Ebola. L'Ebola, on attend 0 cas. Lorsqu'on aura un cas d'Ebola, nous allons dire que c'est une épidémie. Parce que normalement, on attend 0 cas. C'est comme pour le choléra, normalement, c'est 0 cas attendu. Lorsqu'on a un cas, on va dire que c'est une épidémie. C'est l'exemple pour les fièvres virales hémorragiques, que ce soit Ebola, que ce soit Lassa. Même lorsqu'on a eu la COVID-19, on devait avoir 0 cas. Lorsqu'on a un cas, on va appeler épidémie. On parle également d'épidémie lorsqu'on a une augmentation rapide du nombre de cas dans une période de temps déterminée. Par exemple, c'est le cas par exemple de la méningite.
Donc, la méningite, à un moment donné, vous allez avoir une augmentation, un nombre important de cas pendant une période de temps déterminée. Donc, c'est une épidémie. Et l'épidémie, en général, est localisée. Elle est localisée dans une région, elle est localisée dans un pays. Contrairement à une pandémie, la pandémie, c'est qu'il faut aller au moins sur 2 continents. 2 ou 3 continents. Pour pouvoir parler au moins 2 continents, pour pouvoir parler de pandémie. Si vous prenez l'exemple du sida, c'est une pandémie. Même si c'est une pandémie parce que on le retrouve un peu partout sur tous les continents. Idem pour la COVID-19, c'est devenu une pandémie. Mais si vous prenez l'Ebola, par exemple l'épidémie de 2014-2016, qui s'est déroulée en Afrique de l'Ouest, on ne l'a pas appelée pandémie, c'était une épidémie d'Ebola parce que c'était localisé uniquement sur un continent. Donc pandémie, c'est plus de 2 ou 3 continents. Épidémie localisée dans un pays, dans une région, sur un continent donné. D'accord. Alors oui, la pandémie, je pense avoir compris, mais pour revenir justement sur l'épidémie, à quel moment la maladie quitte le stade d'une simple maladie pour être appelée une épidémie, ou est-ce qu'il y a vraiment un lien qui se fait? Il y a ce qu'on appelle les maladies à potentiel épidémique en général. Donc si je reprends l'exemple de la méningite, il y a un certain nombre de cas attendus, 5, 6 par semaine. Vous allez avoir ce qu'on appelle des seuils d'alerte et des seuils épidémiques. Lorsqu'on va dépasser ce seuil, c'est-à-dire en nombre de cas, 40, 50 en une semaine, exemple, en fonction aussi de la taille, on va alors parler d'une épidémie. C'est également le cas, par exemple, de la rougeole. Actuellement, on peut dire que nous sommes dans une épidémie de dengue, parce qu'il y a un nombre exponentiel de cas de dengue qu'on observe pour parler donc d'épidémie. Donc l'épidémie, c'est en fonction du nombre. Mais pour un certain nombre de maladies, un seul cas permet de dire que c'est une épidémie. Lorsque surtout c'est une maladie grave qui peut vite se disséminer, lorsqu'on a un seul cas, on parle d'épidémie. D'accord. Alors, la notion de cas attendu, limite, après je sais qu'on s'explique, mais je me demande, comment est-ce que le médecin fait pour attendre ou ne pas attendre des cas? Il y a ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, parce que chaque année, ou bien chaque mois, il y a des recueils des informations qui passent, et par exemple, on a des définitions de ce qu'on appelle des cas suspects. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une fièvre, une hémorragie, cette personne est suspecte d'Ebola, exemple, est suspecte d'Ebola jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer ces prélèvements à l'Institut national d'hygiène, qui s'occupe de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Et si jamais on confirme que c'est Ebola, donc ça devient en même temps une épidémie. Donc, il y a une surveillance qui se fait au niveau de chaque district. Il y a des points focaux au niveau de chaque district qui surveille, qui signale ces maladies qui sont des maladies à potentiel épidémique ou des maladies qui sont sous surveillance. Donc, il y a tout un dispositif au niveau du ministère de la Santé, depuis le district. Après, ça va arriver au niveau des préfectures, après les préfectures au niveau des régions, et ça remonte. De façon générale, lorsqu'il y a une épidémie, d'abord, il faut la confirmer. Ça, c'est la notion la plus importante. Il faut la confirmer et après déclarer à l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on a ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Voilà, pour que ça permet aux autres pays de pouvoir se préparer et d'être en alerte. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui part des plus petites structures de santé jusqu'au niveau de l'État, ou qui a la responsabilité de déclarer? La responsabilité est conjointe. La responsabilité de déclarer, elle est conjointe. Lorsque vous avez une épidémie, vous devez absolument informer l'Organisation mondiale de la santé. Il faut qu'on soit sûr à 100% que c'est une épidémie avant de déclarer. Parce que certaines épidémies vont entraîner la prise de mesures restrictives. Par exemple, vous avez une certaine épidémie de méningite, vous allez interdire les rassemblements. Donc, il faut être totalement sûr que c'est une épidémie. Donc, c'est pour cela que non seulement parfois, on fait le diagnostic au niveau local, et parfois on envoie un deuxième prélèvement à l'extérieur, par exemple au Ghana ou bien au Sénégal, pour pouvoir confirmer avant de faire la déclaration. Si vous prenez le cas de la COVID-19, l'alerte a été donnée le 4 mars. Le 5 mars, on a eu
le diagnostic, mais la déclaration a été faite le 6 mars 2020. D'accord. Et la déclaration en ce moment a été faite par 3 personnes. Le présidium, il y avait le Premier ministre, Klassou, il y avait le ministre de la Santé, le professeur Midiawa, et il y avait aussi la représentante de l'OMS. En ce moment, ça veut dire qu'on est totalement sûr, parce que ça va entraîner en même temps des mesures de riposte. C'est pour cela qu'on réfléchit bien, on est totalement sûr avant de déclarer une épidémie. Ben, merci beaucoup, professeur, nous en apprenons. Et justement, dans ce même sillage, on parle de maladies aiguës ou de maladies chroniques. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ces termes avec votre éclairage, s'il vous plaît? Bon, je commencerai plutôt par les maladies chroniques. D'accord. Les maladies chroniques, exemple, c'est l'hypertension artérielle. D'accord. C'est par exemple le diabète. D'accord. C'est des maladies qui durent longtemps. Le cancer, c'est une maladie chronique. Alors que la maladie aiguë, c'est la période de temps qui est relativement courte. Par exemple, le paludisme restera par exemple une maladie aiguë. Donc pour ces maladies chroniques, ça veut dire que le traitement est sur une longue période de temps ou bien on n'arrive pas du tout à le guérir complètement, mais on arrive à contrôler, à le traiter. Le VIH est devenu aujourd'hui une maladie chronique. Chronique parce que les gens sont dépistés, infectés, ils prennent un traitement et ils prennent un traitement à vie. Alors que le palu est une maladie aiguë parce que le traitement va durer 3, 4, 5 jours. Voilà un peu la nuance. Donc on a des maladies chroniques. Donc il y a un certain nombre de groupes de maladies chroniques. Vous avez l'asthme, par exemple, est une maladie chronique, le cancer, le diabète. Et c'est en même temps, on leur donne le vocal plutôt de maladies non transmissibles. Mais parfois, vous avez un certain nombre de maladies qui sont transmissibles, VIH, mais qui deviennent après tout des maladies chroniques à cause de la durée du traitement, parce que la maladie est toujours présente. Voilà. Nous parlons justement de la durée du traitement, la durée de la maladie, et ça nous renvoie justement à ce terme également que les non-membres de la profession ne comprennent pas forcément. On parle de cycle de maladie ou d'épidémie. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le vocable correct, c'est cycle de vie? Oh, c'est pas vraiment le vocable, mais ce que je peux dire, lorsque vous avez une épidémie, par exemple, je préfère revenir dans le contexte de la COVID-19. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas, la maladie n'est pas finie. D'accord. La maladie n'est pas finie parce que pour déclarer, par exemple, la fin d'une épidémie, il y a ce qu'on appelle une durée. C'est-à-dire qu'on a une durée qu'on appelle incubation, c'est-à-dire que en 2 moments tu es infecté et le moment où tu développes la maladie, c'est ce qu'on appelle l'incubation. D'accord. Elle est en général de 14 jours à 21 jours. Pour déclarer par exemple la fin d'une épidémie, il faut que nous ayons 0 cas pendant 2 fois cette durée d'incubation. Donc ça veut dire qu'aucun pays aujourd'hui n'a déclaré la fin de la COVID-19 la fin de la COVID-19. Ça veut dire que vous avez 0 cas pendant 42 jours pour déclarer la fin. Même si vous avez un seul cas, vous ne pouvez pas déclarer la fin. Il faut absolument 0 cas. Il faut absolument 0 cas. C'est idem, par exemple, pour lorsque vous avez un cas de maladie comme Ebola, vous devez attendre 42 jours avec 0 cas pour pouvoir déclarer la fin. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de déclarer en général la fin d'une épidémie. On sait quand est-ce que ça commence, mais personne n'a le courage réellement de déclarer la fin. Et pour les autres maladies, le cycle, je dirais tout simplement, c'est jusqu'à la fin de la guérison de la maladie. D'accord. Alors, merci beaucoup, professeur. Justement, la COVID-19, nous en parlons et nous savons que vous avez été au cœur de l'organisation de la riposte avec bien sûr d'autres acteurs, au Togo notamment. Est-ce que il vous plairait de nous raconter un peu comment ça a été? C'est vrai que les populations l'ont subi. Et à une échelle individuelle, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une maladie qui circule et qu'on en meurt et qu'il y a un certain nombre de contraintes à respecter et tout ça.
Surtout que celle-ci a quand même entraîné une psychose particulière. Mais quand on est emmené à organiser la gestion de tout ça, comment ça se passe? Là, tout à l'heure, vous avez donné des dates et je ne suis pas sûr qu'elles sont connues par ceux qui, justement, n'ont pas été en position de gestion. Ouais. Comment elle s'est passée, cette période? Comment vous l'avez organisée? Oh, c'est un peu compliqué dans la mesure où J'imagine c'est bien. un peu compliqué dans la mesure où il y a d'abord, on a une organisation un peu particulière au Togo. D'abord, c'était le chef de l'État qui était le président du comité de gestion de la crise. Et le gouvernement a pensé qu'il fallait mettre en place un comité scientifique. C'est-à-dire, ce comité scientifique a été proposé dans plusieurs pays. Donc, moi, j'ai eu l'honneur d'être le président de ce comité scientifique. On était une équipe de 9 personnes pour donner des avis, pour écrire des protocoles, pour faire des notes et puis pour informer le gouvernement sur l'évolution de la maladie pour la prise de décision. Ça a été essentiellement notre rôle et c'était un rôle non opérationnel. Et puis après, il y a le comité national de gestion de la riposte qui a été présidé par le professeur Djibril et qui avait une activité multisectorielle. Et après, au niveau de chaque ministère, il y avait ce qu'on appelle les cellules de gestion de la riposte. Donc, nous, notre rôle au niveau du conseil scientifique était d'aider le gouvernement à prendre des décisions, à donner des avis. On ne prend pas de décisions, mais on donnait des avis et puis le gouvernement, après, prenait les décisions. Donc, c'était une intelligence collective parce qu'on était assez nombreux, on discutait, il fallait beaucoup lire. Il fallait s'appuyer sur l'expérience d'autres pays. Il y avait forcément des moments de doute parce qu'on ne connaissait pas tout, c'était une nouvelle maladie. Donc, il y avait probablement des mesures qu'on a dû prendre par excès parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde de précaution. C'est-à-dire, c'est le principe de précaution. Et souvent, j'ai des amis qui me disent, mais pourquoi vous avez pris telle ou telle mesure? Et je répondais tout simplement, pour vous, quel est le nombre de décès qui est acceptable pour vous? D'accord. Si quelqu'un arrive à me donner la réponse, on serait totalement à l'aise. On a eu à peu près, à la fin de cette pandémie, à peu près 37 000 personnes qui étaient confirmées. Ça, ce sont des chiffres officiels. Et 290 décès. 290 décès. 290 décès. 280, ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Bien sûr. Et puis après, on a fait d'autres études qui nous ont montré que pratiquement 2 tiers de la population ont été touchés. Malheureusement, heureusement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que globalement, on se dit qu'il y a peu de décès, entre parenthèses, mais quand c'est un proche parent, ce n'est plus un décès, mais c'est une perte énorme. Donc voilà, ça a été une grande expérience riche avec nos doutes, avec nos limites, mais on a essayé de faire ce que nous savons faire et d'aider le gouvernement à prendre les meilleures décisions possibles. Mais ce qui me plaît en général, c'est qu'on a été très bien suivi par le gouvernement. On a beaucoup travaillé en étroite collaboration. Voilà. Oui, justement, c'est bien que vous parliez des doutes, des limites, des décisions ou avis qui parfois partaient dans l'excès, mais toujours dans l'objectif de bien faire. Et c'est vrai que les populations de par le monde, ou en tout cas si on prend le cas du Togo, ont le propre de critiquer. D'accord? Bon, alors. Et moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des discussions où je disais, et c'est la question que je vous pose, est-ce que cet avis-là est vrai, que cette épidémie, elle a surpris, mais absolument tout le monde, et qu'aucun gouvernement n'était réellement préparé, gouvernement ou communauté scientifique. Donc la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que, malgré tous les mécanismes qui existent ici et ailleurs, nulle part on y était vraiment préparé? Oui, personne ne savait que cette épidémie allait prendre une telle ampleur, en fait. On est parti au début en se disant que c'est un coronavirus et on avait déjà connu d'autres coronavirus. Donc très probablement, on avait pensé que ça allait se limiter à 1 ou 2 continents.
Mais dans l'histoire de la médecine, moi, j'ai jamais vu une maladie qui a mené à la fermeture des aéroports. On a fermé, les gens oublient, hein, on a fermé des aéroports pendant 3 mois. Hein. Il n'y avait pas de vol pendant 3 mois. Et ça, c'était jamais arrivé? Non, non, non. Je l'apprends. Voilà, fermer les aéroports sur le plan économique, ce que ça peut représenter. On a fermé les frontières, on a fermé les écoles. On oublie très vite, hein. On a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a fermé les églises. Les marchés. À 2 reprises. Les marchés, on n'a pas pu fermer parce que le Togolais va aller acheter tous les jours. C'était un peu difficile. Donc, il y a des décisions que les gens ne comprenaient pas en se disant pourquoi vous ne fermez pas le marché, on ne peut pas fermer les marchés, les gens vont mourir de faim. Donc, il y avait forcément certaines décisions qui étaient juste injustes. Mais aussi, dans la prise de décision, il y a la prise de décision sanitaire, mais il y a la prise de décision multisectorielle qui va prendre en compte d'autres contextes, c'est-à-dire le plan social, le plan économique, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre pour avoir une cohésion au niveau de la population. Waouh! Au risque d'effrayer, quand vous dites que cette maladie n'est pas finie, c'est-à-dire que scientifiquement et officiellement, la fin n'a été déclarée nulle part. Nous sommes dans l'émission Parole de médecin. Est-ce que votre avis de médecin serait que ça pourrait reprendre et avoir une telle ampleur? C'est difficile de le dire, mais aujourd'hui on a appris beaucoup de la maladie. On sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. On a maintenant une petite, pas longueur d'avance, mais on a suffisamment de connaissances. Tu vois, par exemple, la dernière fois, dès qu'il y a eu des cas signalés au Sénégal, des pèlerins qui revenaient de la Mecque, on a mis en place en même temps des dispositifs de contrôle. Idem au Togo, on a contrôlé, que ce soit en Côte d'Ivoire, on a contrôlé. Ouais. Donc cela veut dire tout simplement qu'on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire lorsqu'on a déjà un cas. Donc on a testé, effectivement, on a eu quelques cas positifs. Alors que si on n'avait pas ces informations, ces individus seraient rendus à la maison. De la maison, ils vont contaminer des gens et puis ainsi de suite. Ça va se propager un peu partout. Donc on sait aujourd'hui aussi comment un peu traiter. Et donc, mais il faut toujours se préparer pour une épidémie en mettant en place un système assez solide de surveillance. Et la surveillance passe par là. C'est-à-dire que dès que vous avez des informations sur des cas un peu suspects, c'est de tester. Il faut tester et mettre ces gens-là en isolement. Alors, vous avez été président du comité scientifique au niveau du Togo. Et il y a certainement eu des points positifs puisque on a eu dire qu'un certain nombre d'États ont quand même officiellement été félicités dans la gestion qui a pu être faite. Alors, quels sont selon vous les points positifs à retenir et qu'est-ce qui explique que le Togo ait été parmi les pays reconnus ou félicités? C'est un peu difficile de s'autosatisfaire, mais je pense que, on a été très écouté au niveau du gouvernement, très écouté. Même si parfois les décisions proposées étaient à l'extrême, on a été écouté. Et ce qui n'a pas été forcément le cas un peu partout. La deuxième chose, c'est vrai, après le recul, on se dit qu'on a pris certaines mesures par excès. C'est pas grave, l'essentiel était de sauver des vies. Même si c'était une vie qu'on a sauvée, c'est déjà très, 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 très important. Ça a été des éléments, moi je vois, au tout début par exemple de la pandémie, on a été reçu par le chef de l'État 3 fois en une semaine. Ça veut dire l'importance que le gouvernement apportait aussi à trouver une solution rapide à ces problèmes de pandémie, parce que ça paralyse tout le monde avait peur, etc. Donc, je pense que c'est plutôt cette relation facile avec le gouvernement qui a été plus un succès. Et aussi avec le recul, le fait d'avoir eu cette organisation, moi je l'ai critiqué un tout petit peu au début, cette organisation où on avait un coordonnateur général qui s'occupait de tous les secteurs. Parce que quand on dit par exemple, on veut déployer des vaccins dans tout le Togo,
on s'est appuyé sur l'armée. Oui. Donc, avec l'armée, en 24 heures, vous avez les vaccins dans tout le Togo. Alors que si c'était le ministère de la Santé seul, on n'a pas toutes les capacités logistiques, etc. Donc, ceci aussi a été, pour moi, un grand succès. Il y a eu également beaucoup d'investissements, même si on reste à très critique, parce qu'on se dit, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. En tant que spécialiste, moi, je dis, on aurait pu mieux faire sur certains piliers, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait pu limiter le maximum de décès. Merci infiniment, professeur. Nous en apprenons énormément et nous approchons de la fin de cet entretien auquel nous vous remercions d'avoir bien voulu prendre part. Merci. Auriez-vous un mot de fin? Je ne sais pas si vous voulez vous adresser à la communauté scientifique, aux populations. Actuellement, en tant que médecin, est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle vous travaillez ou une thématique qui particulièrement occupe votre temps et votre attention, sur lequel vous aimeriez délivrer un message? En tant que spécialiste, nous essayons de travailler un peu sur tout, parce qu'en fait, on n'est pas aussi nombreux en tant que spécialiste de santé publique. On travaille sur toutes les thématiques. Actuellement, on travaille beaucoup sur les maladies non transmissibles. Dans les maladies non transmissibles, c'est l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent que pratiquement un tiers de la population togolaise est hypertendue. Et à partir de 50 ans, c'est pratiquement un Togolais sur deux qui est hypertendu. Conséquence, c'est les AVC. Donc, vous voyez, dans chaque famille, vous allez voir aujourd'hui plein d'AVC. La deuxième thématique, c'est de prévenir l'obésité. L'obésité devient quelque chose de non acceptable, je dirais. Vous avez un quart, 25% de la population togolaise qui est obèse. Et qu'est-ce que vous allez avoir? La conséquence à long terme, c'est toutes les maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, diabète, etc. Donc, on doit beaucoup communiquer sur ces maladies non transmissibles et aussi le cancer. Donc, il faut que les gens puissent aller se faire dépister. Pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus, pour le cancer de la prostate chez les hommes. Donc, mon message essentiel, c'est que autant on consacre du temps, de l'énergie pour aller faire de l'entretien de sa voiture, il faut trouver du temps et de l'énergie pour faire au moins un bilan de santé par an. Ça, c'est vraiment le message clé, c'est-à-dire s'occuper de soi. Et une autre thématique aussi qui est assez préoccupante, c'est la santé mentale. Pouvoir lâcher du lest, parce que la pression que nous vivons aujourd'hui est une pression intense. Il faut que les gens puissent penser à leur santé mentale et vivre zen, comme on le dirait tout simplement. Donc, il y a tellement de thématiques sur lesquelles qu'on doit aborder, qui sont à la fois négligées, mais on n'en parle pas. Donc, on aura l'occasion de revenir peut-être une autre fois sur chaque thématique. Voilà. Chers amis, cela est critique. Voyez votre médecin et faites un bilan de santé. Je le répète, ceci est un message critique, n'est-ce pas, docteur? Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir accordé de votre temps, de votre attention et d'avoir partagé avec nous tout ceci d'essentiel. Chers amis, c'est la fin de ce numéro de Paroles de médecin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons pour d'autres numéros. À bientôt.